Bonjour tout le monde. Si vous êtes venu voir cette conférence à la API Platform Con, ça va être la même mais en français plutôt qu'en anglais. Du coup, n'hésitez pas à changer de salle pour pas avoir à me regarder deux fois sur le même sujet, ça peut être un peu ennuyant. Alors, pour cette conférence aujourd'hui, je vais vous parler d'API Platform et je vais notamment vous parler de la dernière version d'API Platform. Mais avant tout, tonnerre d'applaudissants pour les 10 ans d'API Platform. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je me présente parce que ça a déjà été fait. Et du coup, je vous propose un petit teaser rapide de ma conférence de demain matin, qu'il ne faudra surtout pas louper. Si vous êtes photosensible, attention. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir demain matin sur une petite rétrospective de PHP, ça va être bien sympathique. Parlons maintenant d'API Platform avec une petite rétrospective sur l'année. Il faut savoir qu'on suit un peu un schedule, donc un planning de release comme fait Symfony depuis quelques années maintenant. Et on a sorti la version 4 d'API Platform l'année dernière, en septembre, avec l'introduction notamment de Laravel et de la compatibilité avec Laravel. En un an, on a mergé 610 commits, ce qui représente environ 190 000 lignes de code. Et le dernier point dont je suis assez fier, c'est qu'on a presque 300 tickets qui ont été ouverts et on en a clos bien les 2/3. Alors, au sujet d'API Platform 4.2, qui est sorti du coup en septembre. D'ailleurs, j'ai tagué une version patch de la 4.2.2 ce matin même. Il y a eu un nombre de bug fixes phénoménal en 2 semaines. Un grand merci à tous les contributeurs. C'est vraiment juste super de voir que les gens ils installent ces nouvelles versions, qui ne restent pas bloqués un peu dans les versions 3, etc. et qui poussent un peu toujours le framework parce que nous, ça nous permet vraiment d'avancer plus vite. C'est vraiment super sympa. Sur ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on va rappeler un petit peu Laravel, où est-ce qu'on en est. On va beaucoup parler de performance, avec bien sûr FrankenPHP qui est sorti aussi, qui a beaucoup fait parler de lui. Où est-ce qu'on en est, nous, avec ça. On va reparler des state options, des paramètres de requête, et un petit peu d'OpenAPI et JSON Schema, qui sont un des gros breaking change de cette nouvelle version. Alors tout d'abord, une petite passe sur les métadonnées. Alors les métadonnées dans API Platform, c'est un peu ce qui fait le cœur d'API Platform. Vous avez une classe, vous lui apposez un attribut API ressources. D'ailleurs, vous pouvez aussi juste mettre une opération, ça marche très bien ça. Et ça va donner lieu à ce qu'on appelle de la métadonnée. Dans API Platform, la métadonnée, vous pouvez la modifier programmatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un code PHP qui vient dire « Ah oui, mais en fait, sur toutes ces classes-là, je veux tel préfixe, je veux mettre telle sécurité, etc. » Sauf que c'est vrai que c'est pas très agréable à écrire. Il faut écrire ce qu'on appelle une metadata factory. Toutes les classes sont immutables. C'est un peu de boulot. Et on a un contributeur qui nous a apporté des idées un peu différentes. Donc notamment la possibilité de créer vos métadonnées depuis un fichier PHP, comme on le voit là. Donc plutôt que d'avoir un attribut, vous voyez qu'ici on écrit juste du PHP. On voit un peu que ça vient de Symfony et de la config Symfony qui est maintenant faite en PHP. On pousse de plus en plus à ça. Alors je ne crois pas que Nicolas en a parlé tout à l'heure, mais ils ont comme vocation de déprécier la configuration XML des services, par exemple, et de pousser à intégrer du PHP. D'ailleurs, grand merci à Jérôme de MongoDB qui a fait un petit script qui permet de transformer cette configuration automatiquement, et j'ai mergé d'ailleurs il y a 2 jours toute la config en PHP plutôt qu'en XML dans API Platform, à savoir que ça doit représenter des centaines et des centaines de lignes de code que j'avais pas envie de faire à la main. Mais Nicolas m'a forcé, il m'a dit par contre moi j'ai déprécié, maintenant tu n'as plus le choix. Heureusement on l'a fait pour moi. La machine l'a fait. Deuxièmement, on a les metadata mutators. Alors ça va être du coup ce dont je parlais avec les metadata factory.
vous allez pouvoir avoir des petits services invocables, comme celui-ci, où en fait vous allez dire je veux modifier telle ressource. Et du coup, programmatiquement, vous allez pouvoir enlever une opération comme ici, ou si je vous montre un autre exemple sur une opération donnée, venir modifier certains paramètres. Alors dans quel cas c'est vachement pratique ça? Par exemple, si vous utilisez Silus ou vous utilisez un bundle Symfony qui déclare des ressources pour vous, bah du coup c'est vrai que jusqu'à présent c'était pas facile d'aller les modifier. Et là on peut dire bah voilà, en fait ça c'est mon produit Silus, j'aimerais modifier la valeur with JSON stream et je peux le faire programmatiquement comme ça. Donc très pratique, on va d'ailleurs revenir sur cet exemple un peu plus tard. Maintenant, un sujet qui me tient à cœur, les filtres d'API et les paramètres. Alors, à ce sujet, c'est ma faute, je suis désolé. J'ai écrit ça il y a trop longtemps, 2017. En fait, l'idée, c'était que vous pouviez apposer une annotation à l'époque, en PHP 7, qui vient déclarer un filtre. Donc déclarer un filtre, c'est quoi? C'est déclarer un service Symfony, le taguer, et deux, au niveau de notre métadonnée dont je viens de parler, on lui accroche que sur cette ressource-là, on a tel filtre sur telle propriété. Alors c'était un peu magique, hein, tout le monde a vachement apprécié ça. Et voilà, ça s'écrit comme ça maintenant en PHP 8, et ça vous permet de déclarer un filtre. Cependant, il y a un problème avec ça. Bon, outre le fait que c'est du code d'il y a 8 ans, le problème c'est que du coup, le filtre, il a énormément de responsabilités. Il va décrire la documentation OpenAPI de votre paramètre, il va se charger de créer la requête SQL, donc de mettre les clauses where, etc. Un filtre peut agir sur plusieurs propriétés, et le pire, c'est qu'un filtre peut agir sur plusieurs types PHP. Donc en fait, ça nous est arrivé énormément que des gens viennent nous dire « Ah bah tiens, j'ai fait un search filter sur une date, ça marche pas. » Oui, mais en fait, le search filter, il était prévu pour fonctionner sur des chaînes de caractères. Mais vu qu'on n'avait pas de manière de spécifier que ce genre de choses, bah, on avait un peu de mal. Enfin, du coup, ça a créé des bugs, de la frustration chez les utilisateurs. Et nous, derrière, on est obligé de fermer les issues en disant « Bah oui, mais tu as un date filter si tu veux chercher sur des dates. » 8 ans de code, et c'est pas grave. Robert Cecil Martin, si je le dis en anglais, dans son article sur la single responsibility, il écrivait « Gather together the things that change for the same reasons, separate those things that change for different reasons. » Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Cependant, ça demande du recul et ça demande du temps avant qu'on puisse se rendre compte, en fait, quelles sont les choses qui doivent changer et quelles sont les choses qui doivent être au même endroit. Donc la séparation des responsabilités, elle est faisable, mais le recul, c'est vachement bien pour arriver à des résultats qui sont pérennes dans le temps. Donc, découpons ces responsabilités de nos filtres actuels. J'en ai déjà parlé, la documentation. On a la transformation des valeurs, parce qu'en fait, quand vous venez écrire un query parameter en HTTP, donc point d'interrogation clé égale valeur, tout ce que Symfony reçoit, c'est une chaîne de caractères. Sauf que si après, moi, je veux chercher une date dans Symfony, dans Doctrine, excusez-moi, bah, du coup, il faut que je transforme cette chaîne en date. Un autre exemple, ça peut être les UID. On travaille pas mal avec les UID. Et une chaîne de caractères UID, si on fait un where dans Doctrine, et ben souvent, ça va se planter. Il faut vraiment transformer dans ce type UID en PHP. On va avoir la validation. Alors la validation, c'était un peu tordu. On avait émergé une grosse PR à l'époque. On n'avait pas trop regardé ce que ça faisait. Mais le cas d'usage semblait bien. C'est que la validation pré-API Platform 4, elle se basait sur le schéma JSON de la documentation du filtre. Mais du coup, vous n'aviez pas d'autre contrôle sur la validation que de changer le schéma. C'était une bonne chose, hein, mais vous allez voir qu'on est allé un peu plus loin. Et ensuite, forcément, il y a créer les clauses where, mais ça, c'est hyper facile. Un filtre, aujourd'hui, dans API Platform, c'est normal. Hein, que ce soit petit, n'essayez pas de lire, vous allez vous faire mal aux yeux. C'est l'interface d'un filtre dans API Platform. Et vous voyez qu'il y a énormément de choses.
pour décrire un filtre actuellement. Ma proposition, ça a été déjà de prendre cette interface et de la découper. On va avoir une première interface qui nous permet de déclarer le schéma JSON d'un paramètre donné. Petite note, si vous écrivez que votre schéma du JSON du paramètre, c'est un entier, dans ce cas-là, nous, on va transformer la valeur de chaîne de caractères en PHP à entier, et on va aussi rajouter une validation sur ce paramètre. Deuxièmement, on a la documentation OpenAPI. Donc là, on situe un cran après en documentation, donc un cran un peu plus haut pour l'utilisateur final, qui va être de dire, si je veux spécifier ma documentation OpenAPI, je peux en plus du schéma JSON. À savoir que depuis OpenAPI 3, même 2, ça a commencé, OpenAPI est vachement basé sur la spécification JSON schéma. Ensuite, on a la notion de filtre. Pour la notion de filtre, moi ce que je voulais, c'est garder la même interface. Comme ça, toutes vos implémentations actuelles de filtres custom, elles continuent de fonctionner. Et le filtre, c'est juste un callback qui prend le query builder et qui fait les closeware. Alors vous notez qu'à la différence, donc avant on avait des valeurs qui arrivaient d'une certaine manière. Là, la recommandation, c'est de récupérer le paramètre depuis le contexte. Je préférais que ce soit dans l'interface, mais j'ai pas envie de casser tous les codes. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Et vous avez ce paramètre getValue qui vous récupère la valeur, qui est un entier si vous avez spécifié un entier. Donc plus besoin de faire de transformation hasardeuse au sein du filtre. Vous recevez aussi une propriété un peu plus bas avec paramètre getProperty. Alors, voyons voir un peu le paramètre, en quoi il consiste. Donc, ce qu'on a fait, c'est que maintenant, vous avez une classe paramètre qui vient rentrer dans la métadonnée d'API Platform. Donc, sur une ressource, sur une opération, vous avez parameters et vous pouvez lui donner une liste de paramètres. Elle a une clé, elle a des schémas, l'aspect OpenAPI, j'en ai déjà parlé. Le filtre. Donc là, vous voyez que j'ai mis filter interface string. L'idée, c'est que ce soit vraiment incollable, que ce ne soit pas quelque chose dans lequel vous injectez des dépendances et tout. Il faut que ça reste très simple, que ça fasse juste des closeware. Et puis après, tout un tas d'autres choses qu'on avait avant. Il y en a un qui est vachement pratique, c'est les constraints qu'on n'avait pas avant. Donc là, maintenant, vous pouvez mettre des contraintes Symfony dans la description de vos paramètres d'API. Je vous montre un petit peu comment ça s'utilise. Vous avez votre collection, des paramètres, et là, vous spécifiez. À savoir que jusqu'à présent, des paramètres, ils étaient disponibles que sur les collections en fait, dans API Platform. Vous ne pouviez pas faire un filtre sur une ressource normale, ce qui serait un peu bizarre, mais si on pense à des paramètres d'entête, par exemple, vous pourriez dire sur cette ressource qui récupère un utilisateur ou qui en crée un, je voudrais un paramètre d'entête. Maintenant, c'est possible. Le query parameter a été décliné en IDEA parameter aussi. Donc vous avez paramètres d'entête ou paramètres de requête, un peu comme dans OpenAPI. Et vous voyez que là, on lui a mis un petit placeholder, .property, et derrière, on vient spécifier les propriétés. Ce qui est vachement bien avec ça, c'est qu'on peut enfin avoir des clés de paramètres qui sont différentes des noms de propriétés. Et ça, avant, dans API Platform, c'était très couplé et c'était très dur de jouer avec les deux comme on veut. On a, pour l'occasion, créé tout un tas de nouveaux filtres. Pour l'instant, on n'a rien déprécié. Pas d'inquiétude. L'idée, c'est que notre filtre de recherche actuel, il est trop compliqué. Comme je vous disais, des fois, il peut marcher sur des dates alors qu'il ne devrait pas. Mais du coup, si on met en place une transformation du ID, en fait, on casse les implémentations de 15 personnes. Donc, en fait, on n'y arrive pas à y toucher et on préfère le laisser comme ça. Du coup, la solution choisie, c'est de vous proposer des nouveaux filtres qui sont plus précis sur la requête SQL qui est exécutée derrière. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, un filtre, c'est 10 lignes de code. Donc faites vos filtres à vous. Dès que vous avez des cas concrets, faites vos filtres. Je ne pense pas qu'on doive contribuer au corps d'API Platform des filtres compliqués parce que nous, derrière, en maintenance, c'est quand même plus compliqué. Et après, si les gens ils les utilisent, ils vont être bloqués dans des cas d'usage, ce n'est pas très agréable. Du coup, on a Exact Filter, Airy Filter. Celui-là, il est très sympa. En fait, vous allez pouvoir avoir un Airy dans API Platform, donc une URL, qui vient filtrer sur une donnée.
Et ça, le search filter, il le supporte aussi, mais du coup, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on doit lui passer. Partial search filter et des nouveautés comme le OR filter et le free text query filter. Il faut savoir que grâce à ça, j'ai pu fermer le ticket numéro 2400 qui est ouvert depuis 2017, qui est en fait une RFC sur les filtres pour savoir comment on peut composer sur les filtres. Et du coup, j'étais super content de pouvoir fermer ce ticket il y a quelques semaines. Je vous donne un exemple du free text search. Alors, le free text query filter, ça vient pas de nulle part, hein. Ça vient de Hydra, donc la spécification d'Hydra qui utilise aussi ce terme-là. Mais bon, passons les détails. L'idée, c'est que vous avez un paramètre Q et que vous lui dites, moi, ce paramètre Q, je veux qu'il cherche sur plusieurs propriétés et qu'il fasse un filtre partiel. Voilà. Un autre exemple, cette fois-ci avec le OU. Donc plutôt que de dire, parce que ça n'aurait pas trop de sens de dire que mon nom et mon EAN, ils aient une même valeur, là, on voudrait utiliser un filtre OU, et du coup, on peut faire de cette manière-là pour chercher avec la valeur Q dans nom ou EAN. Et d'ailleurs, on a déjà un bug qui a été remonté la semaine dernière, qui a déjà été corrigé et qui a été tagué ce matin pour que vous puissiez faire des et, ou, puis et. J'espère que je me suis fait comprendre. Dernière petite fonctionnalité, alors là, je suis désolé, hein, ça commence à être beaucoup d'informations. Soufflez un peu, voilà, prenez un peu de temps pour respirer. C'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est que vous allez pouvoir avoir des manières de transformer la valeur qui est reçue dans vos paramètres. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter de faire dans un filtre. Du coup, on a introduit la notion de provider. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, mais bon. Et du coup, ici, par exemple, on peut avoir un IRI en valeur qui arrive, sauf que la valeur, vous voyez mon assertion, derrière, c'est instance of dummy. Donc si je passe une valeur 1, do something with dummy /1, en fait, derrière, je ne vais pas avoir 1 comme valeur dans mon paramètre, mais je vais bien avoir l'instance de dummy qui aura été cherchée en base de données. Et ça, du coup, ça va utiliser toutes les mécaniques internes d'API Platform. Donc du coup, ça va utiliser le provider qui a été déclaré sur Doomy. Ça peut se lier avec une autre opération, une autre classe, etc., etc. Donc du coup, ça permet, quand vous arrivez dans votre provider, vous avez toutes vos données qui sont pré-mâchées en fait et pré-travaillées. Voilà, pourquoi il y a ça là? C'est le même exemple, mais cette fois-ci, j'ai pas mis la métadonnée, donc on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Excusez-moi. Voilà. Ça va jusque-là? Vous avez faim déjà? Ça commence, ça commence. Alors, je vais vous parler aussi un peu d'OpenAPI. Alors, OpenAPI, on n'a pas de changement majeur. Cependant, j'ai effectué un très très gros refactoring sur tout ce qui est compatibilité avec les JSON schémas. Alors ça, je peux vous dire que c'était très dur de se mettre dedans. Ça doit être une des parties les plus compliquées du code d'API Platform. Et c'est beaucoup de récursivité, beaucoup de références avec des objets, on n'a pas envie de le faire. Mais je me suis quand même motivé, j'ai mis bien 2 semaines complètes hein, de travail là-dessus. Et le résultat, c'est que avant, si vous avez des groupes de serialisation, par exemple, dans une ressource, vous avez toujours plusieurs schémas. Sauf que quand on utilise du JSON LD, on va avoir plein de notions qui vont revenir. Par exemple, dans une collection, vous avez les Hydra members, les contextes, les machins. Et ça, on le répétait à chaque fois pour tous les schémas. Donc l'idée, ça a été de prendre des schémas de base et ensuite de les décliner et avec des références, de référencer des plus petits schémas qui sont les schémas JSON classiques. Grâce à ça, sur notre spec dans les fixtures d'API Platform, il faut savoir qu'on a, je sais pas, on doit avoir 2000 ressources. On fait 30% de taille de fichier en moins. Et forcément, on a beaucoup moins d'impact I/O quand on génère la spec. Petite recommandation pendant que j'y suis, c'est que vous avez une commande hein, qui vous permet d'exécuter, enfin de sortir la spec OpenAPI. Évitez de laisser API Platform le faire en fait. Générez votre spec dans un fichier et ensuite posez le fichier en statique sur un serveur pour documenter votre API. Ce sera quand même bien plus efficace. Alors, sur ces améliorations de la spec, je tiens à faire un gros shout-out à pb33f.io. En gros, c'est une personne
qui s'est dit, allez, je vais refaire un peu des outils modernes pour valider une spécification OpenAPI. Alors j'adore son design, hein, du coup ça c'est le Doctor, il l'appelle, donc vous avez une petite interface web, vous lui collez la spec, et ensuite il vient vous donner des notes, il vient vous dire, ah bah tiens là ça va pas, ça va pas. Alors pourquoi je vous en parle? Jusqu'à présent on utilisait le Swagger UI Validator, mais sauf que celui-ci a arrêté dessus, enfin, n'est plus trop maintenu, il supporte pas trop les dernières versions d'OpenAPI. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai mis sa version à lui du validator, j'ai vu le nombre d'erreurs, j'étais là, ah oui, en fait, on est bien en retard. Et ça m'a vraiment permis de propulser notre spec à un autre niveau, qui est quand même maintenant bien mieux. Donc vous avez des nouvelles fonctionnalités. Je vous invite à regarder un peu notre changelog, mais on a fixé pas mal d'inconsistances. Ça ne devrait pas changer grand-chose sur vos machines ou sur vos projets. Mais en tout cas, voilà, on a bien amélioré ce penchant-là. Je vais boire un petit peu d'eau. Qui connaît ce logiciel-là? Ah, pas assez de monde. Ou alors personne n'utilise OpenAPI. Non, j'avoue, c'est assez récent. Maintenant, petit point performance. Alors là, attention, je vous ai préparé une petite pépite. Vous savez que FrankenPHP est supporté officiellement par la PHP Foundation. Et du coup, ça veut dire qu'on va de plus en plus l'utiliser. Et la question qu'on se pose tous, c'est mais est-ce que c'est vraiment plus performant que mon Apache ou mon Nginx de l'époque? La réponse est c'est la même chose, sauf en mode worker. Mais je ne vais pas vous dire ça juste comme ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris un serveur, Scaleway, le plus basique. J'ai pris un Silus, qui est quand même un gros module e-commerce avec pas mal d'infos dedans. Et j'ai essayé de trouver le sweet spot de mon serveur. Pour l'instant, je n'avais pas en fait trouvé de benchmark qui me satisfaisait sur Internet, parce qu'à chaque fois, je trouvais que, je sais pas, ça manquait d'informations un peu plus spécifiques sur comment ça a été fait. Et du coup, ce sweet spot-là, il est très important, parce qu'en fait, si vous laissez vos serveurs en mode automatique, PHP FPM, avec Nginx par exemple, va essayer de trouver un nombre de workers qui est idéal pour votre machine. Mais en fait, ils font un calcul un peu bête avec le nombre de CPU, la mémoire, et puis voilà, ils trouvent une donnée arbitraire qui est souvent fausse. Et vous pouvez aller un peu plus haut. Donc en fait, j'ai passé des heures et des heures à regarder mes performances, à attaquer le serveur, et à regarder quand est-ce que j'ai trop de workers et que mes performances elles chutent. Et c'est là qu'on trouve le sweet spot. Donc ce sweet spot, vous l'avez de l'autre côté, avec un max children à 15 pour Nginx PHP FPM, et FrankenPHP, donc c'est le thread mode de 36. Le thread mode de FrankenPHP, c'est pareil que ce que fait Nginx avec PHP FPM, ok? Et vous voyez, c'est c'est le bleu et le rouge. Désolé pour les daltoniens, je viens d'y penser. Bon, c'est les deux petites courbes en bas. Et ben en fait, c'est le même temps. On peut très facilement négliger l'écart entre les deux. Par contre, quand on vient activer le mode worker de PHP, donc là c'est différent parce qu'on va maintenir en mémoire notre conteneur et donc on va maintenir pas mal de choses en mémoire, et ben du coup vous voyez qu'on gagne énormément de temps. Pour vous donner une idée, on fait entre 2 à 2,5 fois plus. Pour ce qui est, si vous voulez retrouver ces benchmarks ou les essayer vous-même, vous avez le lien ici, en bas. Donc c'est vraiment dispo, il n'y a aucun problème, normalement c'est reproductible, je l'ai refait plusieurs fois. La latence est aussi un peu différente. Vous avez forcément une meilleure latence, enfin forcément, peut-être pas le cas, mais vous avez une meilleure latence en mode worker qu'en mode normal. Donc, quand on voit des benchmarks qui disent FrankenPHP va 2 fois plus vite, etc. En fait, en mode normal, c'est la même chose. On voit que Kadi a l'air tout aussi performant que Nginx, et on voit qu'effectivement, quand on met le mode worker, là, on va vraiment gagner au change. Alors, les state options. Qui utilise les state options dans API Platform?
Pas grand monde, je suis étonné. Tant mieux. Alors, les state options, ça fait plusieurs années que j'en parle. En fait, c'est quelque chose qui a été initié pour dire j'ai une classe qui est ma ressource, mais en fait, les données que je veux lui amener dans cette classe, je veux les chercher dans une entité doctrine qui n'est pas ma ressource. Alors déjà, petit tips, en fait ça je l'utilise dans quasiment tous les projets sur lesquels je suis avec API Platform, c'est que des fois vous voulez faire un lien entre deux ressources, on appelait ça des sous-ressources à l'époque, et si vous laissez API Platform le faire, alors vous avez un mécanisme de from class to class, c'est moi qui l'écris et je ne le comprends pas. À chaque fois je suis obligé de relire la doc et je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait, je ne sais pas comment ça marche. Et en fait je vous conseille vraiment de le faire comme ça. Pourquoi ? Parce que là, en fait, vous pouvez directement donner la requête qui vous amène à rechercher les employés. Et API Platform, quand il le fait tout seul, il ne peut pas faire aussi bien que vous. On n'a pas branché un LLM qui fait des requêtes. Donc du coup, ici, on peut tout de suite dire, moi, mes employés, je veux juste que tu me fasses un where, et on récupère la variable company ID, et on la met au bon endroit. Si vous laissez API Platform le faire en mode auto, il va essayer de faire des jointures, ça se trouve, il va faire les choses à l'envers, ça va être un micmac. Là, au moins, vous êtes sûr de ce qui a été exécuté comme requête. Toujours regardez le profiler quand vous ouvrez vos collections, etc. Vérifiez vos requêtes SQL. Un grand merci à Ryan et Rest in Peace pour avoir introduit ça et en avoir pas mal parlé et nous avoir aussi donné beaucoup d'idées pour améliorer ces concepts-là. Il faut savoir que State Options a été popularisé en fait par un tutoriel Symphonicast, mais c'est lui-même en fait qui nous avait un peu demandé ces fonctionnalités. Et ça permet aussi de suivre nos best practices. Donc là, vous avez un lien sur la documentation API Platform où on vous recommande d'avoir une ressource qui est la face de votre API et ensuite de venir y brancher de la donnée. Ah oui. Bon, je vais vous présenter un peu ce que c'est. Il y a écrit Now uses the object map under the hood. On va en reparler. L'idée de ça, de Ryan, c'était de dire donc voilà, vous avez votre API et vous avez une option où vous dites je veux utiliser telle classe d'entité. Cette instance d'options là, elle est déclinée en fonction du système de persistance que vous avez. Vous en avez un pour Elasticsearch, un pour ODM et un pour ORM de doctrine. Vous pourriez faire aussi les vôtres si vous voulez. Et là, on va lui pointer vers cette classe. Sauf qu'on a un problème, c'est que vous voyez que dans mon user API, j'ai un username. Mais en fait, dans ma base de données, j'ai un first name, last name. Et en fait, la donnée est différente sur mon API et dans mon système de persistance, ce qui arrive vraiment très très souvent. La solution qui a été imaginée, c'est d'utiliser un composant ou un système, une librairie en fait, qui vient vous faire le mapping entre les deux. Donc soit vous l'écrivez à la main. J'ai fait ça et les LLM, ils n'étaient pas encore à la mode. Hein. Parce qu'aujourd'hui, avec un LLM, vous lui dites je veux mettre ça dans ça, hop, il va vous faire les getters, tout le monde est content. Mais du coup, si on veut le faire programmatiquement, on n'avait pas trop de solutions. Il y en avait plein qui existaient dans le marché. J'ai déjà donné une conférence là-dessus, si ça vous intéresse. Et je me suis dit, on va essayer de proposer un composant à Symfony qui s'appelle l'Object Mapper Component. L'idée, c'est qu'on a une configuration basée sur des attributs et qu'on peut transformer ou conditionnellement mapper des données entre elles. On l'a mis dans API Platform 4.2 et c'est automatiquement utilisé quand vous avez ce state options et que vous avez des attributs de mapping. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc on reprend notre exemple de tout à l'heure. Là, je vais quand même devoir lui dire mon user API, tu vas le transformer vers une entité user. Et c'est tout. Je n'ai pas montré la suite. Mais ce que je peux dire en plus là-dessus, c'est que vous pouvez ensuite faire des transformations sur vos données au moment de ce mapping, ou vous pouvez venir ne pas mapper une propriété, par exemple l'ID, je ne veux pas la mapper, etc., etc. Donc assez puissant, pour l'instant c'est expérimental dans API Platform 4.2, mais voilà, on est très friand de vos retours. N'hésitez pas à utiliser ces solutions et à nous remonter les bugs éventuels. J'en ai déjà corrigé 2 cette semaine sur ce sujet-là.
Dernière petite fonctionnalité que je vais vous montrer, qui vient d'arriver dans l'API Platform 4.2. Mais avant ça, il faut que je vous parle un peu de comment j'en suis arrivé là. Donc, j'ai Loïc Cailleux, qui est un contributeur à l'écosystème, qui travaille beaucoup avec Silus. Il m'appelle et il me dit « Oui, est-ce que tu peux venir à Toulouse le 19 juin parler de Silus ?» Sauf que moi, en fait, j'ai jamais installé Silus tout court. Et du coup, je lui dis bah, « Qu'est-ce que tu veux que je parle de quoi ?» Il me dit « C'est pas grave, installe Silus et puis tu nous fais un retour. » Donc, j'installe Silus et je vois qu'il y a API Platform dedans. Je me dis « Chouette » et ça me donne une idée. API Platform, c'est plutôt utilisé avec le format JSON LD. Je ne sais pas si vous le savez, mais JSON LD, Google et Amazon, ils aiment beaucoup JSON LD pour faire ce qu'on appelle des résultats enrichis, des rich results. Et l'idée que j'ai eue, c'est de dire, bah, tiens, dans ma fiche produit, je vais aller utiliser ma donnée d'API et je vais représenter un script JSON LD sur la page produit qui va enrichir les résultats. Alors pour faire ça, il faut un peu modifier la ressource de Silus qui est dispo de base. Donc ça, je vous ai montré un peu des techniques au tout début du talk. L'idée, c'est principalement d'ajouter schema.org/product. Il s'avère qu'en fait, j'ai dû faire toute une nouvelle ressource parce que celle de Silus, elle était trop pleine d'informations, il y avait trop de choses. Mais du coup, j'ai fait une plus petite ressource avec que ce dont je voulais profiter. Je lui ai remis un provider qui ressemble très fort au provider actuel dans Silus. Et ensuite, je lui ai branché mon fameux mapping. Et oui, parce que pour l'exemple, là, on va travailler sur aggregate rating. En JSON LD, ça a une certaine structure. Aggregate rating, il y a deux valeurs. Il y a le nombre de reviews, qui s'appelle review count, et il y a la valeur de votre note, rating value. Sauf que dans Silus, c'est pas du tout ça. C'est deux propriétés complètement différentes. Et donc là, grâce aux attributs de mapping, on va lui dire, bah tiens, tu vas récupérer les données depuis la source qui est mon entité. Et pour le aggregate rating, en fait, tu vas utiliser ce qu'ils appellent eux average rating. Et grâce à un transformer, donc qui est juste un petit collable, une fonction, tu vas créer un objet qui correspond à ce que veut le schéma.org pour le produit. Et du coup, donc après, là, on peut imaginer plusieurs manières de faire, hein, mais le mieux, c'est qu'en fait, vous appeliez directement le code d'API Platform dans votre template Twig, vous récupérez votre JSON et vous le mettez à disposition ici. Ça va pour ça? Alors, en parlant de ça, alors au début, je m'étais dit, je vais faire un truc très peu performant, je vais appeler l'API pour récupérer mon JSON côté back-end avec un HTTP client. Ne faites pas ça, hein, mais pour l'idée, on va le faire. Quand je travaillais là-dessus, je me suis dit, oh, c'est embêtant, j'ai plus le profiler d'API Platform. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a un an, enfin même il y a 2 ans, 1 an et demi, je ne sais plus, on a décidé d'enlever les écouteurs d'événements de Symfony. Enfin, on ne les a pas enlevés, mais on les a mis de côté un peu. Vous avez un mode Use Symfony Listeners que vous pouvez activer, qui restera toujours là. Mais quand on l'enlève, on passe dans un mode où on appelle juste les providers en cascade. C'est plus simple à débugger, c'est plus pratique pour nous, mais on n'avait plus de profiler. Donc là, je l'ai remis. Vous voyez que vous avez le read provider qui prend le plus de temps. Ah non, c'est le serialize processor qui prend le plus de temps. Et ça, on en parle souvent quand on voit API Platform, qu'on ouvre son profiler. En fait, la phase de serialisation, c'est souvent la plus longue. Et pour ça, on a aussi introduit un nouveau composant Symfony, qui est le JSON Streamer Component, dans API Platform. Alors là, ça a été du boulot. Mais ça n'a pas été du boulot pour le JSON Streamer. En fait, ça a été beaucoup de boulot parce qu'il fallait d'abord mettre en place le composant TypeInfo. Et je pense que dans l'écosystème de Symfony, API Platform est le framework qui utilise le plus Property Info, donc l'ancien TypeInfo. Et du coup, c'était vraiment, vraiment très, très long. Un grand merci à Mathias qui m'a beaucoup aidé sur ce sujet-là. C'est du travail que personne n'a envie de faire. En fait, on a une couche de rétrocompatibilité à maintenir. Et en fait, les nouveaux TypeInfo, c'est vachement bien fait, mais ça nous change vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans le code. Et on ne veut rien casser. Donc vraiment énormément de boulot pour faire ça.
Notre nouvelle option, JSON Stream, vous pouvez l'activer avec JSON Stream True. Attention, JSON Stream ne marche que avec des propriétés publiques. Donc si vous avez une classe avec des getters, setters et tout, vous oubliez. Faites une petite classe, vous lui mettez des public properties, et celle-là, après, vous mappez la donnée comme vous voulez dedans. Et ensuite, vous pouvez activer JSON Stream. C'est compatible avec le format JSON et JSON LD pour l'instant. Je n'ai pas eu le courage de faire JSON API. Contribution very welcome. Et on peut faire de la désérialisation ou de la sérialisation avec le nouveau composant JSON Streamer. Alors vous vous demandez tous, est-ce que c'est mieux ou pas? Non. Je ne suis pas obligé de vous le mettre la slide. Hein. Je peux vite. Non? Ok, je vous montre. Alors, pourquoi l'écart est si faible? Déjà, petit disclaimer, c'est parce que j'ai quasiment pas de données. Plus vous allez avoir des données, donc Nicolas il en a un peu parlé tout à l'heure, plus l'écart de performance va être important. Du coup, déjà là, on a à peu près 32% de requêtes en plus par seconde. Donc là, pour le benchmark, hein, même exemple que tout à l'heure, même chiffre. Donc on est sur le mode worker de FrankenPHP avec en mode le plus optimisé possible. Et du coup, en activant le JSON Stream sur cette ressource de produit, eh ben, on voit qu'on gagne quand même pas mal en performance. On s'est amusé aussi à faire des petits tests avec Mathias à ce sujet-là, où en fait on va pouvoir, vu que c'est du streaming, on met le total items en premier dans le JSON, et du coup en JavaScript, vous pouvez lire caractère par caractère et détecter le nombre d'items totaux avant d'avoir le reste de la collection. Donc on peut s'amuser à faire des petites choses comme ça pour vraiment avoir un feeling agréable côté client, où en fait vous allez afficher tout de suite le nombre d'éléments, et ensuite petit à petit chaque élément en mode streaming. Donc c'est assez fun. Hésitez, je crois que j'ai le code quelque part. Si vous avez besoin, vous me demandez sur Slack. Alors, petit retour sur Laravel. Laravel, on a mergé plus de 124 pull requests depuis la version 4. Donc un immense merci à tous les contributeurs. Grosse mention à ceux qui sont notés là, je ne vais pas tous les dire. On couvre à peu près 80% des fonctionnalités de Symfony. Il reste encore quelques petites fonctionnalités. Et de 100 tickets qui ont été ouverts, on en a clos quasiment 80. D'ailleurs, dans les dernières semaines, j'en ai même fermé encore plus là très récemment. Pour ce qui est de la rétrocompatibilité de la version 4.2, alors vous avez les JSON schémas. Si vous faites des assertions qui comparent les schémas, ça va casser. Ne faites pas ça. Utilisez nos modules qui font matches schema dans le API test case. Je ne sais pas si ça vous parle. On a changé des petites valeurs par défaut, les paramètres ne sont plus expérimentaux. Le link security enabled by default, je pensais l'avoir mis, mais j'ai eu un bug là, il y a un ticket qui a été ouvert, en fait, ce n'est pas le cas. Du coup, si vous voulez profiter des paramètres provider et de ce que j'ai montré tout à l'heure, où on transformait un ID en objet, il faut activer le link security. Voilà, n'hésitez pas à regarder notre changelog, faites la mise à jour. Lancez Composer Update API Platform Symfony en 4.2, en espérant que vous ne soyez pas encore sur API Platform /core, sinon c'est le moment vraiment d'utiliser les composants. Qu'est-ce qui est prévu pour API Platform 5? Je ne vous le dis pas, peut-être, non. Vous êtes sûr? Bon. J'aimerais déprécier les API filters. Alors je vous vois venir, j'en ai partout dans mon code, il y a tout qui va péter, non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, si. Si j'aimerais vraiment bien, parce que je pense que c'est pas idéal comme fonctionnalité. Vous inquiétez pas, je vais mettre en place des outils en ligne de commande qui transformeront tout automatiquement en paramètres. Aujourd'hui, on a les LLM, des trucs comme ça, on peut les faire très rapidement. Voilà, on a le JSON Streamer qui sera plus expérimental, l'Object Mapper plus expérimental, et bien sûr, on attend vos contributions. Merci beaucoup de m'avoir écouté, bonne conférence.